Une scène irréelle. Trump explose et Zelensky implose. Un clash brutal devant les caméras du monde entier. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi Donald Trump a-t-il pété un plomb? À première vue, on pourrait penser à un simple désaccord politique. Mais ce que personne n'a vu, c'est que cette scène cache un principe psychologique puissant. Un principe psychologique que tu rencontres dans ta vie de tous les jours. Et ce principe cache un lourd secret. Un secret que aucun média n'a compris. Et si tu veux le découvrir, alors, regarde ça. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle scène aussi irréaliste sur l'échiquier géopolitique. Tu vois, à la base, Zelensky il était venu aux États-Unis pour discuter avec Trump. Discuter sur les minerais. Depuis l'annonce par Donald Trump de sa volonté que les Américains en fait puissent se rembourser de l'aide accordée à l'Ukraine depuis 3 ans via un accord sur les minerais et les terres rares, Volodymyr Zelensky, qui avait été pourtant le premier à évoquer ça, hein, c'était à l'automne dernier, il pensait aux Américains mais également aux Européens, il y a d'ailleurs des négociations avec certaines entreprises européennes également. Et cette négociation, qui était censée être paisible à la base, s'est transformée en véritable règlement de compte qui m'a laissé sans voix. Puis nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu, il a tué nos concitoyens. Il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? Je parle d'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et aujourd'hui, vous venez à la Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration qui essaie d'éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, non, je vous respecte. Est-ce que vous avez dit merci au moins une fois? Dans cette réunion, durant cette réunion, est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Donc au moins vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis et le président essaye de sauver votre pays. S'il vous plaît.
Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, 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 vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul. Vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours. Peut-être moins, en 2 semaines. Eh bien oui, ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vos concitoyens meurent. Vous manquez de soldats. Vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait... Et ensuite, vous nous dites, « Oh, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça. » Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama, mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné les... moi, je vous ai donné les Javelin pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez des cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. C'est quand même une scène de dingue. Et honnêtement, moi ça me fait plaisir. Je sais, ça peut te paraître dingue, mais ça me fait plaisir de voir les masques qui tombent, d'assister aux coulisses de la véritable géopolitique. Parce que généralement, quand tu vois les chefs d'État entre eux, ils sont toujours avec un large sourire, alors que dans le fond, leur ressenti intérieur exprime quelque chose qui est totalement différent. Et dans l'expression de ce clash brutal entre Zelensky et Trump et son vice-président, moi, il y a un mot qui m'a marqué. Un mot qui est venu vers moi comme une balle qu'on m'a tiré en plein milieu de la tête. Ce mot, c'est « merci ». Vous ne nous avez pas dit « merci, monsieur Zelensky ». On vous a aidé, on vous a fourni des armes, et vous venez aux États-Unis sans nous dire « merci ». Vous nous en réclamez encore plus. Vous n'êtes pas reconnaissant. Eh bien, tu vois, cette phrase qui a été lâchée par l'administration américaine droit dans la face de Zelensky, elle cache un phénomène psychologique que tu as sûrement déjà rencontré dans ta propre vie. Tu vois, hier, j'étais dans la ville de Bruxelles et je me baladais avec ma mère. On était dans le métro. Et on a commencé à avoir une discussion sur l'ingratitude des gens. Je m'explique. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'aider quelqu'un, que ce soit financièrement, émotionnellement, moralement. Tu vois, tu lui offres un petit café, tu lui passes un petit billet parce qu'il est dans le besoin. Et quelque temps après, cette personne que tu as aidée avec gratitude, de manière sincère, parce que tu apprécies cette personne, elle revient vers toi et elle te demande encore un petit peu d'aide. Bon, toi tu es quelqu'un de sympa, tu es quelqu'un de bien, tu apprécies l'autre personne. Donc, tu vas encore lui donner, mais avec un sentiment bizarre qui t'habite. Ensuite, elle va revenir chez toi encore une troisième fois, une quatrième, une cinquième. Et à un moment, t'en pourras plus. T'auras le sentiment que cette personne a dépassé les limites de ta gentillesse,
de ta gratitude. Mais lorsque tu lui diras non, elle viendra vers toi avec un visage fermé, comme si tu étais un monstre, comme si, dans le fond, tu ne respectais pas les codes de l'amitié ou les codes de la famille. Ces codes qui disent « on doit s'entraider entre nous ». Et c'est là que je me suis dit avec ma mère, mais maman, comment ça se fait que quand on aide quelqu'un constamment 5 ou 10 fois et qu'une fois on lui dit non, je peux pas, cette personne finit par nous détester et a oublié toutes les bonnes choses qu'on a faites pour elle. Eh bien, c'est là qu'on a développé un processus d'intelligence émotionnelle en 3 étapes. Au fait, ce qui se passe, c'est d'abord l'effet d'habituation. C'est un mot bizarre, mais dans habituation, il y a habitude. Je m'explique. Tu vois, admettons que tu as un collègue et chaque jour, pendant toute l'année, tu lui offres un café. Pendant 365 jours, tu lui offres le café tous les jours. La petite pièce de 1 euro ou 2 euros, tu la mets dans la machine. Mais une fois que l'année est passée et qu'il vient avec toi vers la cafette, tu payes ton café à toi, mais tu ne le payes pas pour lui. Et là, tu vois que il est étonné. Hein? Mais pourquoi tu ne me donnes pas mon café aujourd'hui? Au fait, le cerveau humain commence à s'habituer à la gratitude. Et à force de recevoir ces cadeaux, il commence à convertir sa perception du cadeau en droit. Ce que tu lui donnes par gratitude n'est plus vu comme un cadeau, non. C'est son droit. Et quand tu ne lui donnes pas, tu ne respectes pas son droit. Et là, commence à naître la frustration. Et cette frustration va nous ramener vers la deuxième étape du processus. C'est le biais de négativité. Tu vois, notre cerveau préhistorique, il a été conçu pour retenir les choses qui sont négatives, mettre plus de priorité sur le négatif que le positif. Pourquoi? Parce que quand tu vivais dans la forêt ou dans la savane, à l'époque préhistorique, il y avait plein de dangers. Et tu devais mettre la priorité sur le danger et mettre le plaisir un petit peu derrière. Raison pour laquelle, par exemple, tu vois, quand tu vas recevoir 1000 éloges, mais une seule critique, c'est la critique que tu vas retenir. Et donc, le gars là, ton collègue à la cafette, il a oublié toutes les 365 fois où tu lui as offert le café. Non, lui, il a un biais de négativité. Il a retenu la seule fois où tu as dit non. Et là, ensuite, on entre dans la dernière partie du processus. Ce que j'appelle l'effet de dépendance. Au fait, inconsciemment, les gens deviennent dépendants de nous. Ton collègue, quand il vient avec toi à la cafette, c'est parce qu'il sait qu'il va recevoir son café. Et il dépend émotionnellement de toi parce que c'est toi qui lui offres ce café. Et le jour où tu lui dis non, déjà il y a la frustration, déjà il y a le biais de négativité, il retient que ça. Et ensuite, il le voit comme une trahison. Parce que lui, il y avait mis du cœur dans cette dépendance qu'il avait par rapport à toi. Et là, tu lui as dit non. Quoi? Mais attends, tu respectes pas les codes, les valeurs de l'amitié. Tu me trahis. Normalement, tu dois m'offrir ce café. Et au fait, tu vois, ça devient ce que j'appelle un cercle vicieux de l'ingratitude. Et là, je pense que tu m'auras compris. Ce cercle vicieux de l'ingratitude, c'est le cercle dans lequel est tombé Zelensky. Donc, tu vois, le cercle de l'ingratitude avec ces 3 étapes, c'est ce qui s'est appliqué à Zelensky. Tout d'abord, on a l'habituation. Zelensky était habitué au soutien militaire et financier des États-Unis. Sauf que cette fois, Trump a mis des limites. Ensuite, c'est le biais de négativité. Tu sens que Zelensky l'a mal pris,
qu'il a retenu que le nom de Trump. Et ensuite, on arrive sur l'effet de dépendance. Zelensky ressent ce nom de Donald Trump comme une trahison. Comme une trahison aux valeurs occidentales, comme une trahison aux valeurs entre l'amitié entre l'Ukraine et les États-Unis. Et tu lis sur son visage la frustration qui augmente. Le mec, il a l'air dégoûté. Et quand Trump et son vice-président lui disent « Non mais attendez, vous nous dites pas merci !» Il en a rien à faire du merci. Parce que son billet de négativité est concentré sur le non. Et tu vois, ce genre de situation, ce sont des choses qui nous arrivent tous les jours. Je vais te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner ou même de prêter, je vais refaire dans l'autre sens, de prêter ou même de donner de l'argent à quelqu'un qui était dans le besoin? Cette personne t'a dit merci, mais ensuite elle revient vers toi encore avec une autre demande d'argent. Tu donnes encore, et après elle revient encore, et encore, et encore. Il y a cet effet de dépendance qui s'est créé, cette dépendance émotionnelle. Et quand tu lui as dit non, elle a oublié tout le passé. C'est exactement ce qui s'est passé dans la situation entre Zelensky et Donald Trump. Et aujourd'hui, je vais te donner la clé pour ne plus jamais tomber toi-même dans ce piège de l'ingratitude. Au fait, tu vois, c'est ça le secret. Le grave secret dont je te parlais, ce lourd secret que les médias ne voient pas, c'est que Zelensky est tombé dans le cercle vicieux de l'ingratitude. Or, quand tu vas regarder les médias, on va te dire « Oh, regardez, Trump, c'est un monstre. Trump, il est mauvais, il clash, et il est méchant, et il est violent. » Mais Trump, dans cette violence, il y a de la substance d'intelligence. Je m'explique. Tu vois, pour pas tomber dans le piège de l'ingratitude, la première chose que tu dois faire, c'est anticiper. Je m'explique. Quand tu vas prêter de l'argent à quelqu'un que t'aimes, t'as envie de le faire parce que t'as envie de l'aider, t'as pas envie de l'avoir dans la merde. Mais tu dois faire une chose claire. Tu ne dois pas donner l'argent et lui dire voilà, je t'aime, prends cet argent, je crois en toi. Non. Je te prête ces 500 €, c'est 250. Pour ma part, c'est 5 €. Mais je te préviens, c'est occasionnel. C'est une fois et c'est pour t'aider à t'en sortir. Après, je ne pourrai plus t'aider. Tu vois, quand tu fais ça, tu fixes les règles du jeu. Tu fixes des limites d'avance. Et lorsque la personne reviendra vers toi, là tu pourras exposer l'argument de la limite que tu avais imposée avant. Et là, la personne, au fait, elle n'aura pas un biais de négativité extrêmement énorme, tu vois. Elle va mal le prendre, elle va détester le truc. Mais elle va pas se sentir trahie, tu vois. Elle va pas se dire « Oh, c'était mon droit !» Non. Elle va être frustrée, mais elle va l'accepter. Et toi, ça va t'éviter de tomber dans un océan de problèmes de gens qui seront constamment dépendants par rapport à toi. Maintenant, Trump, dans cette histoire, lui, il n'a pas pu anticiper, vu qu'il n'était pas président lors de la guerre. Donc lui, il a appliqué une autre technique. Il a imposé une limite brutale. C'est-à-dire, il vient et il te dit en face, devant les caméras du monde entier, ça suffit. Je t'ai donné de l'argent, je t'ai aidé. Mais maintenant, on arrête. Au fait, ce clash brutal traduit une vision tranchante. En réalité, s'il a été aussi dur, c'est parce qu'il voulait trancher cette relation. Il voulait en terminer. Il voulait terminer l'effet de dépendance. Et parfois, tu es obligé d'être dur. Et ça, c'est généralement la technique des leaders dans le domaine du business, tu vois. Et Trump,
c'est pas une personne qui va utiliser la diplomatie, non. Non. C'est quelqu'un qui va utiliser les techniques du domaine du business. Trancher et anticiper. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Bon, ma caméra principale m'a lâché. Je suis en plein voyage, mais cette vidéo, fallait la faire. Et tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la polémique politique. Chacun a son propre point de vue, et il faut respecter le point de vue de chacun. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on voit des scènes pareilles, ça nous ramène un petit peu à nos vies. Parce qu'on vit un petit peu les mêmes choses sans en prendre conscience. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'extraire tous les éléments qu'on apprend de ces scènes internationales et de les retranscrire dans nos propres vies pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et être capable d'être prêt lorsqu'on sera face à une situation où quelqu'un viendra nous mendier notre gratitude et on pourra lui dire « Ok, mais je te fixe une limite. J'anticipe ton effet de dépendance. J'anticipe ton ingratitude parce que ton cerveau est programmé pour devenir ingrat le jour où je te dirai non. » Raison pour laquelle je voudrais que tu écrives en commentaire « Non ». Je répète, non. En écrivant non en commentaire, tu signes un contrat moral avec ta propre personne. Et ce contrat moral stipule que lorsque quelqu'un viendra te demander de l'argent ou une aide ou n'importe quel aspect de gratitude, je sais pas si ça se dit en français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, tu m'auras compris. Ah ben, l'idée ce sera de lui fixer des limites et d'anticiper l'ingratitude. Et si la limite est dépassée et que la personne revient vers toi avec ce cercle vicieux de l'ingratitude, alors là, il faudra que tu sois tranchant comme Donald Trump, avec un non qui pèsera lourd, mais qui sera rempli d'intelligence émotionnelle et de bonne conscience. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.